Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire le point sur le rebond actuel qui a commencé hier soir, qui tient plutôt sur les scénarios privilégiés qu'on avait établis juste avant ce week-end, mais qui malheureusement pourrait trouver sa fin. Enfin, on va vraiment établir ici trouver sa fin bientôt, j'entends, et n'être qu'un petit retracement haussier. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Allez, intro. Alors, Bitcoin, en 4 heures, je vous ai préparé quelques volumes profile juste pour étayer mes propos. Pour le moment, vous voyez qu'il existe plusieurs possibilités. Vous voyez que le fond de cette structure-là, en 4 heures, est baissier, bien évidemment. Qu'on a quand même récupéré le point de contrôle de toute cette descente. Vous voyez que le point de contrôle était ici, là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et on vient de rebondir dessus. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Grosso modo, si on se base sur la structure et la distribution en cours, si on doit rejeter, on va dire que ça serait plutôt sur la zone des 90, ce qui serait tout à fait possible et ou logique. Si on se base vraiment sur le volume, et vous comprenez ici que ce que je vous montre, c'est tout ce qu'il y a comme volume dans cette descente-là, ça serait plutôt 96, qui serait un point de rejet intéressant. Par ailleurs, si on se base sur la structure plus importante, si on revient en arrière sur la consolidation qui avait pris lieu l'année dernière, là vous avez un an de structure devant les yeux. Grosso modo, le point de contrôle de toute cette structure-là, alors oui, il était certes plutôt autour des 60 000, mais on voit qu'il y a quand même un gros node de point de contrôle, enfin de volume, jusqu'au 71, d'accord. Donc ici, le vrai retest logique, entre guillemets, serait ici, excusez-moi. Oui, donc, du coup, si on se base vraiment sur la totalité de l'année, on va dire ça comme ça, et ben en fait, on se rend compte qu'on est rentré dans une box où il y a un certain manque de volume profile qui finalement, je dirais, se trouve entre 96 000 et 60 000. Et si on la réduit à sa plus juste expression, je dirais, ça serait plutôt 70 à 90 pour le coup, d'accord. Vous voyez que on commence à forcer du volume profile ici, on va dire ça comme ça. Et ici, pareil, on a un petit node, vous avez un node contre un node. Si jamais le prix décide qu'il n'a pas fait assez de business dans cette zone, et globalement c'est un petit peu ce que le prix nous a dit quand on a vu qu'en fait on avait un très beau support weekly ici, il refusait d'y aller avant, vous voyez ici que dans toute cette correction on n'allait pas en dessous en weekly, et là on a commencé quand même à accepter cette idée là. Donc il y a deux scénarios ici qui sont possibles et que je pense il faut jouer, en tout cas pour ceux qui ont attrapé, comme c'est le cas pour nous, le bottom de cette structure actuelle. Je rappelle que nous, on avait chopé celui-là, on avait bien dérisqué ici, donc c'était propre. On avait même sorti la moitié ici de la position en plus parce qu'on ne le sentait pas. Et que ici, on a rouvert une position également sur trend. Et que là, actuellement, on est en position dérisquée. C'est-à-dire que cette position est profitable quoi qu'il arrive puisqu'on a pris des profits dessus. Sur Ethereum, c'est un petit peu une autre histoire, on en parlera, mais on a ouvert aussi. Sur Ethereum, l'histoire est un petit peu différente au sens où, pour le coup, la position est bien moins dérisquée que ce qu'elle n'était sur BTC. Mais vous comprenez ici que le prix nous dit plusieurs. La liquidité nous dit une chose. Quand on regarde la liquidité, j'entends ici les points de contrôle. Vous comprenez que les points de contrôle sont importants au sens où, en fait, finalement, ils vont vous dire d'une autre manière qu'il y a eu une consolidation sur cette zone-là. Il n'y a pas de secret ici. Vous voyez qu'ici, du coup, vous avez une résistance, forcément, sur ce node de volume profile. Et ici, vous avez un support. Et c'est ce qui vous a donné toute cette résistance-là. Vous a dit, on a traîné pendant un bon moment dans cette région, et donc du coup c'est ça qui a fait que sur le volume profile, on a un node de volume profile bien sûr. Donc grosso modo, si je me fie à la structure, ça serait plutôt potentiellement un rejet sur les 90 pour retourner à 70. Et là, derrière, on verra se dessiner quand même plutôt pas mal de choses. On pourrait éventuellement parler d'une continuation de cette espèce d'élargissement en descente, mais pas que. Vous comprenez que celui qui veut y voir un biseau pourra y voir un biseau avec une 2, une 3, une 4 et pourquoi pas une 5 ici. D'accord? En soi, les targets sont à peu près les mêmes, globalement, mais voilà, celui qui veut voir un gros biseau en descente sur une structure plus importante peut le faire. Celui qui veut voir un élargissement peut le faire également. La question étant, est-ce que sur un élargissement, c'est ça que je veux dire, on n'est pas obligé de revisiter le bas ici de cet élargissement, je parlais bien sûr de celui-là. Assez souvent on fait des rotations partielles, et vous comprenez ici que ça aurait du sens de faire cette rotation partielle, grosso modo sur cette zone-là. Donc ça, je trouve que c'est un scénario qui est assez sexy, étant donné qu'on a perdu, bien sûr, le support weekly, voire daily, là, qui se trouvait là.
et qu'on s'installe dans cette, je dirais, cette zone un peu caduque en termes de volume, puisqu'on avait délivré ici très fort. Donc ça, c'est l'élection. Sous-entendu, si vous voulez le mettre dans une phrase, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'aller chercher toutes les personnes qui ont acheté l'élection de Trump, de les mettre légèrement sous l'eau, puisque l'élection de Trump, elle a été annoncée ici, hein, les résultats, 5 novembre. Donc le sell de news, ici à l'investiture, est-ce qu'il ne sera pas terminé une fois qu'on sera revenu au point initial, c'est-à-dire ce trade est terminé d'une certaine manière. Tous ceux qui avaient acheté là ont distribué ou au moins se retrouvent sous l'eau, donc ils ont le choix soit de racheter, soit de revendre, d'accord. Revendre ici à break-even, donc faire une opération zéro entre guillemets, ou alors racheter, refiler encore leur bague pour autre chose, d'accord. Ou tout simplement recapituler, c'est-à-dire si on les met, on peut très bien ici, je le répète, hein, rentrer dans une correction plus substantielle, mais en soi, pour le moment, il n'y a rien qui est remis en cause réellement si on allait même faire un tour sur les 71 000 $. Vous voyez que le dernier creux, grosso modo, il est à 49 000 hein, sur le weekly, hein, donc il n'y a pas de souci à faire ça. En retour ici sur cette trend-là, 60 000 $ n'est même pas en soi réellement un souci. Ce qui serait un peu inquiétant, c'est de retourner dans les territoires ici de toute cette consolidation-là, qui avait, elle, pour le coup, vu les vendeurs abdiquer. Ok, hein, vous êtes d'accord avec ça? Ici, il y a eu vraiment abdication des vendeurs au moment de l'élection. Et donc, du coup, bien évidemment, vous comprenez ici un petit peu l'idée. Donc, si on devait réellement retester la structure précédente, ça serait 71 en ce qui me concerne. Maintenant qu'on n'a pas juste fait prise de liquidité, je repars. Et c'était le scénario initial en weekly qui était très joli. Hein. On a failli le faire, hein, puisque vous voyez ici cette magnifique mèche. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu derrière. Et là, vous voyez qu'on s'installe vraiment dans cette zone-là. D'où le fait que un rejet autour des 90 est plus que possible. Et deuxièmement, un rejet au 96 également est plus que possible. Donc attention, si vous êtes en trade, respectez vos UT, hein, respectez vos TP. Ne changez surtout pas vos plans, au sens où vraiment ça c'est possible et ça c'est possible aussi, d'accord. Ça et ça, vous avez vu les deux. Globalement après on recommencera à réfléchir à une entrée éventuellement autour de 71, 70, 71 selon comment on évolue dans cette zone-là. Au même titre que, on peut très bien casser cette structure, littéralement venir épouser et retester 96 pour repartir. Et pour le moment, on va dire que la plupart des scénarios haussiers qu'on s'était mis sous les yeux, eh bien, se sont plus ou moins réalisés. Hein, et vous comprenez que c'est ce qu'on a joué, donc pas de souci avec ça. Grosso modo, vous avez des choses, je trouve ici, qui annoncent déjà 92, à savoir pas mal de points pivots qui ont été cassés. Je parle souvent des points pivots, c'est en fait le point où une distribution trouve des points pivots et plusieurs distributions sont cassées, donc petit à petit on vient coucher finalement cette distribution, et là vous voyez que c'est plus ou moins le cas, on a quand même quelque chose qui nous annonce à peu près cette zone là. Personnellement je ferais super gaffe sur 90 quand même, c'est à dire qu'il est possible qu'il y ait un rejet parfait sur cette trend là, ça serait pas étonnant, d'autant plus qu'elle est assez obvious, donc je pense qu'il va y avoir du monde qui va la jouer, hein. Et ici vous avez cette idée un peu de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire au moment où on arrive sur la trend sur laquelle on a déjà vendu, les gens le voient, hein, ils sont capables de tirer des droites sur leur donc ceux qui font du suivi de tendance ici sur leur chart, ceux qui font du suivi de tendance vont probablement ici jouer quelque chose. On nettoiera un petit peu la chart hors antenne. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a vu ici tenir ce week-end, hein, et c'était un des scénarios quand même, c'est que le 1 heure qui est ici, qu'on avait tracé donc ce week-end, du coup, a très bien tenu. Donc c'est désormais un support, et c'est un support 1 heure, et vous voyez qu'on est revenu le visiter, donc c'était un très joli point d'entrée, et ensuite, boum, on dégage vers le haut. En même temps, on revisite aussi cette trend-là, qui est une accumulation. Donc c'est assez propre, je trouve, en termes d'endroit. Quand vous avez, et ça je l'ai souvent expliqué, quelque chose d'horizontal plus quelque chose d'oblique ensemble, une conjonction des deux, c'est assez souvent des très jolis supports pour la suite. On vient chercher un peu la liquidité qui se trouve là-dessus, et vous voyez que ce faisant, on est en train de niquer le 1 heure qui est là, d'accord. Donc là on avait dit quand même attention, et là pour le moment vous voyez que il est totalement bouffé. Hard closé, et on l'a même hard closé en 4 heures. Donc j'y vois pas nécessairement ici une résistance daily, on pourrait la tracer, mais pourquoi pas. On verra ici si ça retrace encore une fois.
de manière plus importante. Pour le moment, je ne vois pas vraiment un endroit de rejet daily. Si on avait un truc de rejet en daily, il serait plutôt pour moi, en ce qui me concerne, autour des 90 justement. Vous voyez ici que je peux très bien, donc ça on peut le dégager pour moi, hein, ça c'est pris, et je peux très bien ici vous montrer qu'il y a un daily qui se trouve ici, d'accord. Et pour le coup, s'il y a quelque chose qui devrait peut-être être visité et rejeté, ça serait plutôt dans cette zone-là. Ou sous-entendu, le scénario vraiment dégueulasse, hop, désormais, le scénario vraiment dégueulasse, c'est quoi? C'est je fais semblant, alors soit je rejette sur trend, hein, on en a parlé déjà, soit je fais semblant de prendre effectivement cette trend, cette distribution, de l'atomiser, hein, et je viens faire une énorme déviation au-dessus de cette résistance daily. Vous le voyez ici en daily, on n'a jamais réussi à clôturer au-delà depuis le 25 février, donc un bon mois somme toute. Je fais une prise de liquidité daily au-dessus, c'est-à-dire une mèche en daily, et derrière je viens prendre la liquidité qui se trouve ici, hein, vous vous rappelez qu'on a une petite boîte entre 94 et 96, et je rejette. Ce qui me gêne dans la liquidité ici, c'est que, et ça je l'avais tweeté il n'y a pas très longtemps, donc n'hésitez pas à venir sur le Twitter vous abonner également, parce qu'il y a du chouette contenu aussi, enfin il y a des analyses qui sont relativement intéressantes, mais globalement, ce que j'aime pas trop dans cette boîte entre 90 et 96, je trouve qu'il y a très peu de liquidité intermédiaire. Vous voyez ce creux ici, là, on est sur une touillère. Donc, chaque bougie égale une journée. Donc, on est vraiment très, très dézoomé hein, par rapport à la liquidité. Et vous voyez qu'il y a, pour l'instant, et on est en train d'y aller, pour l'instant, on se trouve à peu près ici. Hein, ça, c'était quelque chose, j'avais fait une capture d'écran au moment où j'ai fait le tweet. Mais globalement, je trouve que c'est assez vide de 90 à 93. Donc, ça pourrait nous donner quoi, l'histoire? Ça pourrait nous donner finalement un rejet directement sur 90. 90 étant, vous l'avez compris ici, la conjonction, on va dire, d'un niveau qui est celui-ci en daily plus la trend, d'accord. Donc, c'est possiblement pour moi plutôt ça, vu le manque de liquidité qu'on a là-dedans, en fait. Là, il n'y a pas de liquidité, d'accord. Et après, on a une box de liquidité au-dessus, d'accord. Tout le reste est nettoyé pour moi en ce qui me concerne. Donc voilà un petit peu le scénario baissier. Le scénario haussier, bien sûr, si on éclate tout, on short squeeze, on y va. Et surtout, on pourra, je dirais, crier victoire, entre guillemets, une fois qu'on aurait repris 96, puisque je vous ai montré que c'était le point de contrôle de toute cette descente-là, d'accord. Et que c'est également, on va dire, sur une année de temps, le deuxième plus important point de contrôle, c'est-à-dire que le gros node en gros il se trouve ici, hein, bien sûr, puisque vous avez cette grosse correction, mais le deuxième gros node se trouve ici. Donc en gros, ici, c'est la baston. C'est la baston finalement pour ne pas se retrouver dans quoi? Dans un, on va prendre une charte un peu plus propre, mais grosso modo, dans un range qui se retrouverait lui-même à peu près, hein, je vous le fais à peu près ici, mais grosso modo, un range qui ferait quelque chose comme ça. Pardon, excusez-moi. Voilà, pour le moment, hein, c'est-à-dire faire un truc comme ça, pour le moment, s'occuper en fait hein, de cette zone où il y a peu de volume, encore une fois, pour finalement après soit casser en haut, soit casser en bas, c'est pas pour le moment, c'est pas tellement la question. Donc attention à ça. Et en revanche, si on arrive à squeezer le manque de liquidité, puisque c'est un niveau clé, hein, vous le voyez ici, on l'a expliqué, niveau clé autour de 90, si on arrive à squeezer le manque de liquidité et aller chercher un peu de la liquidité qui se trouve dans les 96, risque de rejet. Et on l'avait montré ici, hein, et on en avait parlé de cette histoire. Quand on a fait ce retracement, on a dit, ouh là là, ça pue cette idée ici de revenir sur 96. Et vous voyez que ça a été violent derrière, hein, ça s'est fait en une journée, hein, le retournement. Donc c'est très agressif sur la zone des 96. Il faudra également être extrêmement vigilant là-dessus. Donc, la bonne nouvelle, en termes de point de contrôle, c'est que je viens de regagner ça, c'est-à-dire que c'est pareil, si je vous zoome un peu l'histoire et que je vous montre le point de contrôle de cette structure-là, que pour l'instant on va appeler correction haussière, parce que on n'a pas vraiment d'autres mots et que ça ressemble quand même plutôt à une correction haussière, vous voyez qu'on on a rebondi ici assez parfaitement sur le point de contrôle de cet endroit-là. Pour moi, il était même sur d'autres exchanges, alors là c'est Bitfinex, mais légèrement au-dessus, c'est-à-dire que si on regarde, je pense ici, il était grosso modo plutôt autour des 84 000, si je ne me trompe pas. Voilà, vous voyez ici, ça, ce week-end, ça a vraiment... Et qu'est-ce que c'est qu'une zone de note de volume contrôle? Eh bien, c'est très simple. Pardon.
Euh, c'est une zone où il y a eu à la fois des achats et à la fois des vendeurs. Et donc ça veut dire que c'est une zone, entre guillemets, d'intérêt. C'est une zone à la fois où les vendeurs peuvent abdiquer, et c'est plus ou moins ce qui s'est passé là. Et également, c'est une c'est le cœur de la zone de combat. C'est là où se trouve, si vous étiez dans une bataille médiévale, c'est très exactement là que se trouve le Braveheart, c'est là que se trouve le corps, c'est là que se trouve euh, euh, le cœur de l'action. Hein, vous m'avez compris. Allez, on a fait 15 minutes déjà sur Bitcoin. On va enchaîner sur le reste, mais ça me paraissait vraiment important de dire ça. Ça peut passer crème, mais pour ça, attention à 90 et attention à 96, bien sûr. Ether, Bitcoin, bah pour le coup, il valide aussi hein, la structure de retournement en W ici, pour le moment en tout cas. Attention, Ether, il nous a déjà validé des choses là, encore que bon, là, il a pas validé son retest, mais pour le coup, là, il le valide. Bon, voilà, c'est déjà un peu mieux. Et attention, bien sûr, sur le fond, la structure sur Ether BTC est totalement baissière. J'ai aucun problème avec ça. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est avoir un joli trade de position sur Ethereum qui puisse finalement nous rapporter de l'oseille d'une certaine manière une bonne partie de l'année, d'accord. Ici on avait dit attention ici, bah, ça a corrigé effectivement, là on est en train de s'en affranchir aussi, donc c'est plutôt mignon de ce côté-là. Maintenant je dirais que sur Ethereum, il va falloir faire attention au côté paralléloïde de ça, un flag, hein, d'accord, et également je dirais attention 2170. J'ai mis zone pivot. Avant, je l'avais appelé POC. C'est pas vraiment un POC, c'était un abus de langage. Le POC, là, il est plutôt là, en tout cas dans ce qu'on regarde. Et globalement, pourquoi j'ai mis zone pivot? Parce que vous comprenez que c'était auparavant. On va y arriver. C'était auparavant un énorme support sur Ethereum, d'accord, et qu'il pourrait désormais se transformer en résistance, toujours pareil, psychologie d'une inversion de polarité. Bah, tous ceux qui avaient acheté là se sont fait peur, ils se sont mis sous l'eau dans toute cette zone-là. Au moment où on revient à leur point d'achat, eh bien ils dégagent. Pareillement, on peut avoir aussi, comment dire, des shorters qui jouent l'inversion de polarité, etc., et qui du coup rentrent sur cette zone-là. Bref, 2170 à ce stade est une zone de rejet également sur Ethereum. Donc attention à ça. Globalement, j'aurais du mal à dire, si vous voulez que, enfin, je pense pas, voilà, c'est plutôt ça, qu'on va attendre le 27 avril, donc l'endroit où est cette trend là, pour revenir éventuellement retester 2170 sur Ethereum. Je pense qu'on est plutôt en train d'y aller en ligne droite. Je dis attention, donc du coup, à cet endroit-là, qui correspond à 2170 plus le haut du flag. Et là, vous comprenez que qu'est-ce que vous avez? Vous avez typiquement un truc qui ressemble un peu à ça, mais légèrement remonté, pour une impulsion supplémentaire. Donc attention à ça également. C'est vraiment une zone, je trouve, 2070, de prise de profit partielle. En revanche, sur Ethereum, si on passe 2170, c'est un petit peu son 90 à lui, hein, son 90K. La zone suivante, c'est 2005, hein, d'accord. Et 2005 est littéralement, pour le coup, l'endroit où, à mon avis, on a le plus de volume également et qui devrait présenter le plus de choses. Alors, ici, on voit plutôt 2736, autant pour moi, et 3003. On voit qu'il y a quand même eu beaucoup d'achats sur 1896. Vous comprenez ici que ça c'est intéressant. J'avais pas encore posé le volume profile comme ça, mais ça c'est intéressant. Vous avez 3 points de contrôle, hein, vous les voyez, 3 nodes ici dans cette structure. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une belle quantité d'achats en bas. Donc là, il y a du monde qui a payé le niveau quand même. Vous voyez que le node ici commence à 2006 plutôt que 2005. Donc grosso modo, il faudra faire gaffe un peu dans cette zone-là. Personnellement, moi, je le vois plus à 2516. Là où vous avez ce petit 15 minutes ici qui pourrait faire rejet. Et puis ensuite, ça sera 3003 si on y va. Donc attention à ça également. Comment expliquer Ici, pour moi, peut correspondre si on y va surtout maintenant. Donc pour le coup, on casserait le flag. Et ça aurait du sens de le faire, mais voilà, bon, voilà. Si on passe 2170 donc, et qu'on va faire un tour ici, si on y va maintenant, hein, c'est-à-dire, vous comprenez que là on regarde après-demain, donc que ça pousse assez fort, typiquement un peu comme ça a fait là, attention pour le coup à la conjonction de la traîne de distribution plus un niveau en 15 minutes, là pour le coup, mais je trouve qu'il est puissant quand même. Derrière, en revanche, si on monte à ce qui voudrait dire 96 pour BTC, c'est-à-dire casser la distrib, donc même à la limite, ici c'est peut-être plutôt plus le 90 d'Ethereum,
Ici, le 90K ouais, d'Ethereum, ici c'est plus le 96, et là, grosso modo, comme Ether a sous-performé Bitcoin, vous êtes plus sur les 80, d'accord. Ce qu'on est en train de regarder actuellement, c'est plutôt les 80. Maintenant, dans la structure de flag, pour le coup, il a accéléré plus vite là, dernièrement, mais bon, ouais, vous comprenez ici un peu l'idée. Et pareil, aucun problème à regarder les choses soit en volume profile, je vous ai donné une autre manière de regarder une structure. En soi, en price action, on dit souvent enlève tous tes indicateurs, prends-les, mets-les à la poubelle, ton RSI, ton ce que tu veux, etc. Théoriquement, tu dois être censé pouvoir regarder que le prix et le temps. Et dégage de ta tête et de tes idées je sais pas, les tunnels Vegas, les ce que tu veux, les machins, les trucs, les nanas. Simplement, et c'est ça qui est puissant aussi dans ce système-là, c'est que globalement, avec des choses relativement simples, en fait, support, résistance et consolidation, impulsion, etc., vous avez quand même ici un système de trading qui est dans lequel vous enlevez quand même une bonne partie du bruit. Parce que, imaginez si vous avez à regarder ça qui dit la même chose, hein, pour moi, c'est pour ça que je vous le montre sous une autre manière. Vous n'êtes pas obligé de faire de la price action pour trader, vous pouvez faire des tas de trucs, il n'y a pas de problème. Vous pouvez trader le RSI, il n'y a pas de problème, vous pouvez trader, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour moi, la price action reste quand même la forme la plus pure d'analyse. Hein. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas d'indicateur magique, vous n'en trouverez jamais un. Et en soi, si, l'indicateur magique, c'est la charte, la structure, voilà. Par contre, jolie accélération sur Ethereum, c'est propre. Pour le coup, pour ceux qui tradent le RSI, ce genre de choses, vous aviez effectivement des divergences qui vous disaient que. Donc, pas de souci, voilà, aucun problème là-dessus. Voilà, sur Ether BTC, c'est pareil, ça diverge dans tous les sens. Total 3, pour le coup, c'est moumou, quoi. Il n'y a pas ce qu'on voudrait, c'est-à-dire qu'en termes des alts, ça part pas. Maintenant, on peut peut-être se dire que c'est, entre guillemets, la meilleure config, c'est-à-dire l'argent rentre d'abord sur BTC, ensuite il pivote sur ETH, et en dernier, il ira sur les alts, d'accord. Le truc le plus habituel, entre guillemets, d'accord. Maintenant, si on était là-dedans, et ce qui est possible, on devrait quand même voir les alts s'exciter un minimum, d'accord. Et pour le moment, c'est très très mou. Alors, ça veut pas dire que ça va pas s'exciter un minimum, ça veut pas dire que... Parce que là, on a eu quand même des informations de retour de liquidité mondiale, hein, d'une certaine manière, de la part de la Fed, hein, qui nous dit on arrête le QT. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup expliqué. Sur une belle vidéo de 2 heures qui est l'analyse du discours de Jérôme Powell dernièrement. Donc si vous l'avez raté, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour vous dire, que je meuble un petit peu, là vous l'aurez compris, de mettre un like, activer la cloche des notifications, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord, utiliser les liens d'affiliation de la vidéo qui vous permettent d'avoir, si le cœur vous en dit, si vous aviez dans l'intention d'ouvrir un compte Bluffin par exemple, des réductions sur vos frais de trading. Et ce faisant, bien sûr, ça rapportera quelque chose à la chaîne, une partie de vos frais de trading, et ce quelque chose sera reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque, puisque sur cette chaîne, absolument tous les bénéfices sont reversés. Grosso modo, sur les alts, ouais, voilà, je trouve que c'est quand même plutôt mou pour le moment. On n'est même pas encore au contact réellement. Vous comprenez que, alors c'est un peu plus court, si 2 février, on a dit 25. Ouais, globalement, le flag aussi, hein, parce qu'à chaque fois je vous ai dessiné à peu près un flag. Et je pense pas qu'il soit. On va juste regarder un truc. Ouais, voilà, c'est ça, exactement, d'accord. Donc là, j'ai rajouté BTC USD, ouais, que le flag sur BTC, il date plutôt du 10 mars. Et que ce grand flag, en fait, date depuis beaucoup plus longtemps. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est qu'il y a une forme de divergence quand même. Avec un BTC qui nous fait des plus bas. D'accord. Mais une altcoin dominance qui ne nous fait pas des plus bas. Donc il y a très certainement, vous voyez que les altcoins, elles ont pris au plus cher quand BTC était à 96 000 ici. D'accord. C'est là qu'elles ont littéralement trouvé leur point bas, entre guillemets. Et après, BTC est quand même descendu autour des 84, et puis 77, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Mais que en soi, l'altcoin dominance, donc la quantité
du gâteau qui correspond aux altcoins, bah, il y a une forme de divergence, vous le voyez ici. Alors qu'on pourrait se dire, bah, BTC corrige, donc les alts doivent les corriger plus, entre guillemets. Il y a un petit shift qui se passe, c'est pas forcément un shift risk-on, mais à la correction, les alts ont une certaine résilience, ce qui peut être le début de quelque chose. Ok ? Qu'est-ce qu'on veut voir sur les alts ? Ben, pareil, on aimerait bien voir que, d'une certaine manière, la distribution qui est là ne se fasse pas. Et vous voyez ici que vous avez conjonction d'un niveau, attention, et d'une trend. Hein. Donc ça va être tendu de ce niveau-là. Et puis on va voir une accélération qui pour le moment n'arrive pas. D'accord ? Là, on a eu un peu d'espoir, ici, que ça accélère. Tac, tac, tac. En plus, on avait un début de structure de W, etc. En fait, c'est resté assez correctif pour le moment. D'accord ? Correctif ne veut pas nécessairement dire qu'on va faire une impulsion supplémentaire, mais ça veut dire qu'il y a un caractère assez larvé dans la montée, et pas que, ça veut dire aussi que correctif peut être réaccumulatif, d'accord ? C'est comme quand je parle d'accumulation ou de distribution, là on est très certainement, d'un côté, certains distribuent, de l'autre, certains accumulent, c'est ça le propre d'une correction. Typiquement, si je vous donne l'exemple sur BTC, bah, de ce potentiel flag, maintenant on n'est pas sûr que ça en est un, mais ça a quand même la tête d'un flag. Vous comprenez qu'ici, y en a qui réaccumulent, puisque vous avez forcément des vendeurs qui vont vendre à quelqu'un, hein, d'accord ? Et il y en a qui distribuent, puisque vous avez forcément ici bah, le prix n'arrive pas à prendre ce caractère impulsif, donc vous avez une distribution qui se met en place à des prix certes de plus en plus hauts. Vous comprenez ici que j'appelle ça une accumulation, moi. Hein. Mais l'accumulation des uns est forcément la distribution des autres, c'est ça que je veux dire. Il y a forcément un acheteur en face, d'accord, de tout ce que vous faites. La question, c'est à quel prix. Si vous regardez l'idée de base, c'est que... c'est quoi le prix ? C'est la résultante de la conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Est-ce que BTC est cher ou pas cher ? D'accord, globalement, vous pouvez le prendre comme ça. Ou, voilà, est-ce qu'il est sous-évalué, surévalué ? Est-ce que si je l'achète, moi, je l'ai aujourd'hui à un bon prix ? Et c'est ça le prix. C'est ça, typiquement, la définition du prix. C'est-à-dire que si on regarde ici... Ether, ici, personne n'en voulait à 4084 $. Il est monté à 4083, mais à 4084, il n'y a pas un mec qui a décroché son téléphone, entre guillemets, ou qui a dit j'achète, ou qui a cliqué pour dire j'en veux à ce prix-là, d'accord ? Et puis derrière, après, ça fait des comportements distributifs, certes, mais voilà, ce que je veux dire, c'est déjà, simplement, ici, il faut bien le comprendre, et où il y a quand même une énorme histoire de sentiment, bien évidemment, là-dedans, ok ? On va essayer d'avancer quand même un petit peu rapidement. Ici, on va sur la news. Du coup, on a fait donc du coup tout ça. Ça, c'était la vidéo de vendredi. Cynthia Lumis qui propose, mais ça c'est pas nouveau. Pourquoi j'ai mis ça ? Oui, parce que j'avais dans l'idée dimanche de faire une vidéo sur le switch de l'or à Bitcoin éventuellement. Et puis en fait finalement je ne l'ai pas faite, je préfère, il se passait pas grand chose d'autre du coup. Voilà, j'avais un peu dans l'idée de poser des questions par rapport à l'or physique et le potentiel or digital. On le fera peut-être le week-end prochain et tout, c'est quand même un gros morceau. Et voilà, j'ai vraiment dans l'idée de le faire, donc on le fera. ASML qui va rouvrir une usine à Pékin. Et ça, c'est relativement énorme. C'est plus ou moins passé à la trappe. Ça n'a pas fait, les gros titres. ASML, c'est une firme hollandaise. Et c'est vraiment important hein, ici de voir à quel point tout cela est quand même rendu possible par le fait que on vous dit que les relations sont tendues entre Chine et États-Unis, mais en fait pas tant que ça. ASML produit des machines qui elles-mêmes sont capables de faire de la lithogravure de semi-conducteurs, c'est-à-dire sous-entendu c'est les machines-outils qui permettent de produire des semi-conducteurs. La Chine est sous sanction par rapport à ça, ils sont en train de développer littéralement leur propre technologie au pluriel pour faire du semi-conducteur plus ou moins de pointe, globalement autour des 8 nanomètres, ils sont capables de graver à 8. ASML sont les seuls dans le monde à pouvoir faire des machines qui sont capables de graver à 2 ou 3 nanomètres, c'est-à-dire ce que vous auriez besoin dans de l'ultra-miniaturisation, sous-entendu, typiquement pour le moment, on va dire une montre connectée par exemple.
ou voilà, des trucs tout petits qui nécessitent bien évidemment d'avoir des puces quand même relativement avec du calcul important. J'ai pris cet exemple-là, mais voilà, en gros, vous n'en avez pas besoin pour faire une machine à laver, vous en avez besoin pour faire, on va dire, même de l'équipement pour par exemple pour un soldat, si on parle de la partie stratégique des semi-conducteurs par exemple, de l'équipement pour un soldat, voilà, du truc de pointe très petit et très puissant. C'est important ce genre de news parce que ASML était littéralement sous sanction avant et ils ne pouvaient pas vendre aux Chinois aucune machine-outil quelle qu'elle soit. Là, ils vont réouvrir carrément une usine directement là-bas. Alors attention, c'est une usine de réparation pour le moment, c'est-à-dire que je sais plus où j'ai lu ça. Equipment, je sais plus où je l'ai vu. Mais oui, voilà. Recondition Systems Return from Field. Donc c'est ici des choses qui existent déjà, qui vont être réparées sur place, mais c'est déjà énorme, d'accord. Donc, le monde a besoin que la Chine fasse les semi-conducteurs. Le monde ne peut pas juste s'en sortir avec Taïwan. Et d'une certaine manière, euh, 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 les, les États-Unis l'ont bien compris, puisque désormais c'est Taïwan qui va investir directement aux États-Unis pour faire ses propres usines. C'est-à-dire que TSMC, qui est la firme de Taïwan qui produit la plupart des semi-conducteurs de pointe, donc TSMC achète ses machines bien sûr chez ASML. TSMC Taïwan, donc Taïwan n'est pas chinois, ou en tout cas pas dans les... Enfin, alors, compliqué. Taïwan est chinois dans les textes. Taïwan n'a pas été reconnu comme un État par tout le monde. Et les États-Unis d'ailleurs n'ont pas reconnu Taïwan. Il n'y a pas d'ambassade de Taïwan aux États-Unis parce que les Chinois seraient relativement vexés que ça soit le cas. Bien comprendre qu'à l'époque, Chiang Kai-shek, poursuivi par Mao, se casse sur cette île et ils font une espèce, c'est un petit peu le consensus aussi qui se crée à cette époque-là, une espèce d'une autre Chine, une deuxième Chine, mais que de tout temps, les Chinois ont toujours considéré que Taïwan était chinois et Taïwan, certains Taïwanais se considèrent eux-mêmes comme chinois. C'est juste que c'est compliqué, bien sûr, maintenant politiquement, de remettre les deux ensemble, puisque c'est deux pays qui ont complètement évolué en Y depuis maintenant un bon paquet de temps quand même, une petite centaine d'années presque. Euh, on a fait de Taïwan un enjeu énorme, alors qu'on n'a pas nécessairement fait de Hong Kong un enjeu énorme. Ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, Hong Kong était sous domination anglaise à l'époque. Hong Kong, c'était un reliquat des guerres de l'opium. C'est-à-dire que les Anglais avaient gagné les guerres de l'opium. Ils avaient besoin d'un comptoir pour vendre la drogue aux Chinois. Et globalement, c'est ça qui a fait qu'ils ont eu Hong Kong pendant une, une centaine d'années. Taïwan est différent, ça s'est fait de manière politique, etc. Comme je le disais, au moment où Chiang Kai-shek s'enfuit finalement de la Chine communiste. Mais d'une certaine manière, ça s'est fait d'une certaine manière à ce que les États-Unis n'ont jamais reconnu Taïwan quand même. Donc il y a eu à cette époque-là quand même une espèce de consensus qui a été de dire c'est un truc, Taïwan c'est un truc. Aujourd'hui, après, Biden avait mis un peu de l'huile sur le feu quand Nancy Pelosi était allée en visite à Taïwan, parce que en fait c'était une visite diplomatique qui n'avait pas lieu d'être pour les Chinois. C'est-à-dire que pour les Chinois c'était un affront de dire qu'est-ce que vous faites, vous envoyez des diplomates aller à Taïwan alors que Taïwan n'est pas un pays. Hein. Et ça il faut bien le comprendre parce que les gens font vite des raccourcis que en fait quand tu te mets dans les godasses d'un Chinois c'est pas bien. Par exemple la réconciliation d'avec Taïwan pour un Chinois de base. Ça s'appelle la grande réconciliation. C'est dans le programme, quoi. C'est acté. C'est acté qu'un jour, les deux îles vont se rejoindre. Vous avez des partis à Taïwan qui sont pro-chinois, vous avez des partis qui sont pro-Taïwan. Nous, dans notre presse occidentale, on nous dit Taïwan, c'est une démocratie qui ne veut surtout pas que les Chinois l'envahissent. C'est faux, d'accord. Et grosso modo, quand vous regardez un peu les élections, les partis, on va dire, chinois à Taïwan représentent, grosso modo, hein, à peu près 40% des électeurs, mais on reste sur des Taïwanais qui veulent rester Taïwanais. Ok. Euh,
D'ailleurs, à un moment, le Made in Taiwan n'existait pas. C'est devenu quelque chose ce que vous avez décrit, je veux dire, c'était la République populaire de Chine et la République démocratique de Chine, RPC, RDC. À l'époque, Made in, si vous avez des trucs à l'ancienne, des choses qui ont été faites à Taïwan il y a longtemps, et à un moment donné où, bien sûr, politiquement, c'est devenu intéressant de décrire Made in Taiwan à la place de République démocratique de Chine. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose également, pourquoi je suis parti, je me suis un petit peu égaré là-dessus. Deuxième chose également, oui, bon bah voilà, Made in Taiwan, oui, bah bien sûr. Euh, Aujourd'hui, on a alors c'était déjà dans le programme Chips for America de Biden, c'était déjà acté, hein, mais on a quand même on a augmenté les investissements taïwanais aux États-Unis, c'est-à-dire que il va y avoir une usine TSMC qui va se faire sur le sol américain. Je crois que c'est en Arizona, si je ne me trompe pas. Nous, en Europe, on ne sait pas vraiment faire de semi-conducteurs. Enfin, on est plutôt nul là-dessus. Il y a eu une introduction en bourse d'un Anglais qui s'appelle ARM, si je ne me trompe pas, qui est la seule firme globalement qui en fait, mais les Anglais sont plus européens. Et puis, globalement, nous, on va nous faire une usine Intel qui va probablement être moitié en Allemagne, moitié en France. On ne sait pas encore trop. Mais sachant qu'Intel ne s'est pas gravé, en fait, du gros truc de pointe. Globalement, en fait, finalement, Intel, on est à peu près là où en sont les Chinois, c'est-à-dire 8 nanomètres. Et malheureusement, on avait la clé des semi-conducteurs chez nous, puisque ASML était à la base une firme hollandaise. Euh, Tous les brevets sont hollandais, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que on a laissé les fonds de pension américains, finalement, mettre la main sur cette entreprise une fois qu'elle a été finalement cotée en bourse. Et qu'il y a un système qui fait que les Américains, quand ils ont plus ou moins la propriété de quelque chose, ou en tout cas la propriété stratégique, ils ont le droit du coup de me dire ça, c'est droit de douane stratégique. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, il y a un nom pour ça, mais de dire en gros, ça, c'est pas à nous, mais on estime que comme nous on l'utilise dans nos avions, par exemple, ou autre chose, eh bien, on peut le mettre du droit de douane dessus, mais pas du droit de douane, en fait, c'est même, ça peut être soumis à des sanctions. C'est-à-dire, même si c'est hollandais, étant donné qu'on est au capital, donc on prend les décisions, on a aussi cette capacité de dire, je ne me rappelle plus du terme, j'en suis désolé, mais voilà, de dire, en fait, ça, vous ne pouvez pas l'exporter. C'est américain. Voilà, maintenant c'est comme si c'était stratégique américain. Et c'est tellement dommage, parce que l'Europe aurait pu être le maître du monde grâce à ASML. Et en fait, désormais, bah, c'est les États-Unis qui ont le contrôle de ASML. Donc il faut bien comprendre que TSMC n'est rien sans ASML et que les États-Unis contrôlent ASML. Donc les États-Unis contrôlent Taïwan. Taïwan, de ce fait, est OK pour rebalancer 100 milliards d'investissements sur, donc via TSMC, Taiwan Semiconductor Corporation. Via TSMC, aller faire une usine à 100 milliards en Arizona. Que de toute façon, sinon, ils n'ont pas les machines-outils. De toute façon, ils les auront, quoi. Et puis, numéro 4, bah, nous, on se tape Intel, qui est le truc le plus pourri, parce qu'on est des Européens, et que donc on s'est fait gruger à SML, et on se tape Intel derrière, pour dire, bon, ouais, on va faire une usine aussi là-bas, mais bon, voilà. Donc, ça, c'est relativement des choses que je pense qu'il faut intégrer, parce que c'est... Le monde de demain, il est là, hein, il est... Et cette news, elle est énorme, c'est-à-dire que ASML rouvre, alors même si c'est effectivement pour réparer des machines qui sont sur place déjà, potentiellement. Mais en gros, c'est quand même une info excessivement importante. Rejoignez-nous sur Twitter. Désolé pour cette longue aparté pour ceux qui en ont rien à cirer. Mais globalement, voilà, je fais ce que je veux. On passe sur Wall Street Journal. La Banque nationale suisse qui dit non à une réserve en BTC. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle parce que ça aurait été bien. Les Suisses sont souvent au travers de leur démocratie participative et de leur façon de voir les choses d'une manière plus ou moins cantonale, ils ont souvent des bonnes idées, et là en l'occurrence non, ça n'est pas passé, donc voilà. De l'optimisme qui revient sur le marché, XRP et Dodge qui sont à l'augmentation, les burns sur Ethereum qui tombent à des records historiques en bas, j'essaye de trouver les chiffres. Je mets en pause une seconde.
Alors effectivement, Ether est en train de replacer très légèrement inflationniste, déflationniste, pardon, inflationniste, au sens où la supply est à l'augmentation. Là où on avait pendant un certain temps une diminution de la supply, vous savez que sur Ether, il y a une mise à jour qui fait que au plus il y a de l'activité, au plus on burn, et au plus on burn, étant donné qu'on est passé en POS maintenant, ben, les récompenses de stacking sont bien plus faibles. Et depuis The Merge, bah, Ether était passé déflationniste. Et là, il est en train de très légèrement, vous voyez qu'on est à plus 0,0. Bon, c'est pas dramatique. Et ça, bien sûr, c'est si on avait continué sur... on serait à 1,40 d'inflation si on avait continué sur le système précédent. Et là, vous voyez que... je crois qu'on peut faire ça, voilà. Ouais, simuler, même en Proof of Work, on serait à plus 33% par an. Et désormais, l'Ether la production des terres est déflationniste puisqu'on burn plus que ce qu'on... Ça souligne le fait qu'on repasse inflationniste, souligne un manque d'activité sur le réseau et un manque d'utilisation, entre guillemets, du réseau Ethereum en soi. Le problème d'Ethereum, c'est que il s'est un peu fait cannibaliser par ses layer 2 et que du coup, là où normalement des frais de transaction devraient arriver sur le réseau, et étant donné que le réseau est très congestionné et que c'est très cher en frais de transaction, on a créé les layer 2, ce qui a été fait bien sûr de manière relativement intelligente, mais en soi... Ether devient quoi? C'est plutôt l'Internet de la monnaie. Est-ce qu'Internet gagne de l'argent? Est-ce que c'est ça le problème un petit peu d'Ethereum, d'une certaine manière? C'est-à-dire que, est-ce que si vous aviez créé Internet, si vous aviez été l'infrastructure sur laquelle se base finalement tout le protocole entre guillemets open source du net, finalement, est-ce que vous seriez ici en train de... Est-ce que vous gagneriez de l'argent ou pas? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Et Ether n'apporte pas nécessairement même un énorme potentiel de gouvernance. Personnellement, je pense qu'il va s'apprécier énormément parce que c'est stratégique. Grosso modo, il y a forcément ici une appréciation du prix, à mon sens, en tout cas, qui va se faire. Maintenant, ça peut poser effectivement pas mal de questions, que, y compris en étant déflationniste, voilà, pour moi, et ça va être peut-être l'enjeu pour Ethereum, et c'est peut-être ça qui fait que là, il se reprend très légèrement, c'est les informations sur le stacking sur les ETF qui peuvent être extrêmement bullish, c'est-à-dire si on arrive à ce que Ether puisse rapporter un yield en même temps qu'il est pas trop sale en termes de... puisqu'il il n'est pas en proof of work, on a besoin que Bitcoin reste en proof of work, mais en soi, si on peut faire un truc moins énergivore, pourquoi pas. Maintenant, vous comprenez que, je ne sais plus où se trouve The Merge, voilà, The Merge est là. On était à 1440$ au moment de The Merge, d'accord. Là, on est à peine quelques centaines de dollars plus haut, ok. Donc, en soi, Ethereum a perdu pas mal de sa valeur. Pour moi, il retourne aux 4000 dans pas longtemps, mais je peux me tromper. Mais Ethereum a quand même perdu pas mal de sa valeur en ce qui concerne ce passage au Proof of Work qui, finalement, d'une certaine manière, certes, le rend déflationniste, certes, lui donne un intérêt qui pourrait arriver au niveau des institutionnels, encore une fois, sur ce côté responsabilité sociale des entreprises, RSE. Maintenant, vous comprenez que la hype autour de ce truc-là, la RSE, elle est de moins en moins peut-être... Enfin, j'ai l'impression que dans un monde un peu trumpiste, tout le monde s'en branle un petit peu désormais. C'est pas le cas, je dirais, j'irai pas jusque-là, parce que c'est vraiment des trucs sur lesquels BlackRock se bat, etc. Maintenant, c'est peut-être un peu moins le cas qu'avant. À voir. Bon, en soi, globalement, pour Ether, on sait qu'il a attaqué ça, il a attaqué ça. Pour le moment, ça a tenu de ce côté-là. Attention à ça qui semble un peu correctif. Voilà, attention à ce qu'on fasse pas plus ou moins ça. Et un retest de finalement quoi? Allez, plutôt ça, en fait. D'accord. Les grandes questions ici, c'est ça. Voilà. Grosso modo, à partir du moment où on perd ça, la structure haussière de fond, sur Ether, soit vous avez une flat ici, donc vous regagnez rapidement le niveau, et c'est là qu'on saura à 2170 si jamais on gagne rapidement le niveau, d'accord. Auquel cas on peut jouer une flat, c'est-à-dire ici une correction en flat avec légère déviation en dessous, mais c'est pas dramatique. Alors oui, vous allez me dire, putain, il y a quand même une correction de 4 ou 20% en dessous du niveau. Ça, j'ai envie de dire, sur Ethereum, ça arrive. Ou alors, est-ce qu'on enfonce plus? Voilà, c'est plus ou moins ici la question du moment. J'en ai quand même déjà pas mal parlé sur la chaîne. Et grosso modo, si vous devez y voir
Vous avez par exemple typiquement ça, d'accord, qui pourrait être ce dans quoi on est. Je parle de ça, bien sûr. Et vous avez plein d'endroits comme ça, 1, 2, 3, où Ether vient chercher dessous. Il fait pas une flat simple, il fait plutôt une flat étendue, hein, d'accord. Donc ça, sur Ether, ça arrive assez souvent. Et à l'inverse, il peut arriver que ça soit complètement foireux. J'en cherche une, voilà, ici par exemple. Il n'y a pas de souci avec ça. On a fait la news, je crois, ou en tout cas, j'ai dû dériver un moment. Besoin de parler aujourd'hui. Pourquoi les 7 magnifiques pourraient rebondir à la prochaine saison des earnings, selon Morgan Stanley. Pas extrêmement intéressant non plus. Et puis cette semaine, on n'a pas grand-chose. On a le PC vendredi, mais globalement, des PMI, des choses comme ça. Mais sur... ah, pardon, si. Non, ah non, c'est la semaine d'après. La semaine d'après, on aura un rapport sur l'emploi qui va être important. J'ai vu qu'il y avait un rapport ADP. Donc, il doit y avoir un NFP pas loin. Voilà, rapport ADP, derrière le NFP, le Non-Farm Payrolls, qui sera autour du 4 avril. Grosso modo, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose cette semaine. Je trouve que la semaine d'après est plus importante. Donc, la semaine d'après, ça sera des news sur l'emploi. Et puis, la semaine d'encore après, ça sera probablement le CPI, bien sûr, donc des news sur l'inflation. C'est les deux grosses choses en ce moment. Avec les tarifs un petit peu, mais voilà, c'est les deux grosses choses qui sont importantes. La liquidité, bien sûr. On a liquidé 210 millions, c'est pas beaucoup. 3 fois plus de short que de long. Bitcoin plus Ethereum égale la moitié, c'est normal. Et on a bien sûr une map qui est rouge puisqu'on a liquidé plutôt du short. L'action de prix a été plutôt haussière. Carnet d'ordre spot, j'ai pas grand chose avant 89. Je me rappelle qu'hier il y avait pas mal d'ordres à 87 500 ou 88. Vous voyez qu'ils ont disparu. Hein. Ah non, on a toujours 100 Bitcoin à la vente aux 88 000 $. Très peu de choses également, si on devait... À l'achat, il n'y a rien, d'accord. Il n'y a rien avant 80 000. Là, si... sur le carnet d'ordre, en tout cas, ne s'est inscrit que pas grand monde. Les marchés en levier, bah, c'est propre. On a pris ces deux endroits sur lesquels on avait du short. Ici, vous voyez que ça montre un petit peu le manque de liquidité qu'il peut y avoir entre maintenant et 96. En tout cas, enfin entre 90, moi j'aurais dit plutôt, et 96. Pour moi, on va à 90 là actuellement. Maintenant, je peux me tromper. Également, et ça c'est intéressant, on va refresh parce que j'en suis pas tout à fait sûr, ça me paraît un peu suspect. Oui, si, c'est joli. Ici, vous voyez qu'on vient de passer en funding négatif alors qu'on est plutôt en haut de quelque chose. Ça veut dire qu'on est excessivement shorté là-dessus. Hein. Alors ça peut être une grosse main qui décide qu'on n'ira pas. Mais ça c'est plutôt une bonne chose. Derrière, en tout cas, depuis qu'on a fait la vidéo, ici ça va plus ou moins ensemble. Ici, on était shorté, mais ça a été squeezé. Il y a peut-être un tout petit niveau long autour des, ici, 84. 84,8, très exactement. Donc attention à ça. Et puis, on est shorté sur le top, donc ça peut très bien continuer. Pour le moment, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Pour une continuation. Quand on regarde la iBlock, si vous prenez un abonnement à iBlock, passez bien par le lien de la chaîne, hein, c'est vraiment important, parce que pour le coup, bah, ça leur montre que j'ai quand même du monde qui vient prendre chez eux aussi. Ça me rapporte pas... Ça me rapporte... Je ne sais pas. J'ai pas grand monde hein, en même temps qui a pris des... Mais je crois que ça me rapporte quelque chose. En tout cas, je sais que je paye pas mon abonnement, mais je me demande si j'ai pas quelque chose qui s'accumule à un endroit, je ne sais pas. De là, effectivement, ça s'est chargé à 84 depuis finalement ce matin. Hein. Depuis hier midi, par contre, pardon. Ça s'est un petit peu chargé à 84. Donc attention à ça. Ça va un petit peu dans l'idée que on pourrait effectivement retracer. Et quand on regarde là une semaine, pour le coup, on voit que c'est plutôt chargé à 82-80 en weekly. En fait, sur la une semaine, on vient de nettoyer le haut. On a effectivement du monde qui reshort le top, et ça c'est bien. Mais grosso modo, il s'agirait peut-être maintenant de retracer. Maintenant, si vous voyez que le retracement qu'on demande au prix de faire, bah, il est à 80 000, d'accord. Donc ça voudrait dire ranger en gros pendant un moment. Je crois pas trop à ce retracement-là, je pense plutôt
en tout cas c'est à mon avis, mais ça peut retracer, hein, par contre, il n'y a pas de souci avec ça, mais qu'on va petit à petit décaler cette liquidité dans le temps et qu'elle va disparaître en fait de notre 7 jours. La 7 jours pour moi là, c'est celle qui ment le moins, hein, donc du coup voilà. En revanche, on va essayer de la lisser sur 4 semaines pour essayer de voir si elle est si importante que ça. Et oui quand même, il y a quand même un petit peu de monde ici. Sur un mois, vous voyez que effectivement entre 78 et 80, on a quand même chargé un peu la mule. Maintenant, le prix est en train de squeezer, vous voyez que ça peut aller jusqu'à 100 000 l'histoire, hein. Pour le moment, et c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, pour moi, on va à 89, parce que c'est le plus logique, on est au contact, et que on est en plus shorté sur le top, donc du coup, il y aura peut-être cette volonté d'aller chercher ces mecs-là, pour aller chercher de la vente, hein. Donc je dirais plus 90 et à 90, vous voyez le manque de liquidité pour faire la jonction jusqu'à 92 finalement. Et si je vous le décale sur une time frame un peu plus grande, 3 mois, ouais c'est pareil. Je dirais même plus que on a l'impression ici qu'il n'y a pas grand monde à 96 sur 3 mois. Plus que ces 100 000, que le manque de liquidité se fait, voilà. Il y a un petit manque ici. En fait, c'est pas mal si, à l'approche des 90, vous voyez ce scénario que je vous donnais au début, qui disait, ça paraît quand même presque trop évident, qu'on va corriger à 90. On va corriger à 90 à mon sens. Et que ça va se passer. Alors ça sera peut-être un piège. Pourquoi ? Parce que si jamais ici je viens sur cette zone-là et que je fais une petite correction par exemple, ici là tout le monde va se jeter sur le bouton short, d'accord ? Je dis pas que ça sera une erreur nécessairement, et je dis pas que je vais pas le faire. Pour moi, ça dépendra d'un paquet de conditions qui seraient éventuellement réunies, mais je ne dis pas que je vais pas le faire. Maintenant, parfois, ça paraît presque trop facile, et ça l'est. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des fois, vous vous dites, mais c'est pas possible que ça soit aussi simple, et en fait, ça l'est. C'est-à-dire que le prix, genre typiquement, par exemple, c'était là, hein. Ici, c'était un peu la même chose, où on avait espèce de niveau, une trend, bon alors elle était moins évidente parce qu'elle n'avait que 2 touches ici, mais une trend, et là, vous voyez que c'était un petit peu le trade du siècle, hein, que malheureusement je n'ai pas pris. J'en avais parlé au moment où on l'a vu, mais malheureusement je ne l'ai pas pris, d'accord. Donc voilà un peu l'idée. Globalement, si je devais donner un scénario privilégié sur un petit peu tout ce qu'on voit là actuellement, difficile. Difficile, mais je dirais que ça paraît presque trop facile, mais c'est assez logique, somme toute. Surtout vu le manque de liquidité qu'il y a là. En revanche, si jamais ici, je vois qu'en fait on fait une structure bullish, c'est-à-dire, on va effacer le reste, que sous cette trend, on fait un truc dans ce genre-là, d'accord ? Là, je serais fortement en train de changer d'avis. Typiquement, ce qui aurait pu se mettre en place ici, mais qui n'est pas arrivé, vous voyez que c'était pas moche ça, hein. Là, c'est des rejets francs pour le coup, et ici, c'est un rejet franc, bon, c'est le premier. Mais grosso modo, sinon, on n'en a pas trop. Celui-là était pas incroyablement moche. Vous voyez que c'est aussi, comment dire, la trend, elle se crée à ce moment-là, donc vous n'auriez pas pu voir cette trend à ce moment-là, puisque elle n'existait pas en fait. Mais là, je dirais que le rejet est plutôt franc. Voilà, si on commence à avoir un truc comme ça sous trend, je trouve que ça serait plutôt propre. Pourquoi ? Vous comprenez que je suis en train de vous dire, là, ici, si on fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? On crée cette boîte de liquidité qui n'existe pas et qui fait la jonction, justement, de 90 à 92, ok ? Puisque, petit à petit, on enclenche du short sur cette zone-là, qui sont potentiellement sur des leviers x100, leviers et qui, eux, peuvent nous permettre de faire cette fameuse jonction pour aller à 96 déjà dans un premier temps, et pourquoi pas 100 000 ? On a vu qu'à 100 000, il y avait encore du monde. En soi, je trouve ça vraiment cool que on passe en funding négatif là, et je viens de le voir, hein, qu'on passe en funding négatif ne serait-ce que là.
Parce que vous comprenez qu'on est plutôt en haut de quelque chose, hein. On a quand même, on n'arrête pas de liquider du short ici. Maintenant, ça soit une grosse main qui a énormément de pognon et qui arrive à retourner le prix, ce qui est possible, soit un sentiment extrêmement dégradé qui va nous permettre de faire un truc un peu bullish comme ça là-dessous, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on veut voir. On veut que le sentiment soit dégradé. Tant que la structure est baissière, le sentiment est dégradé, hein, d'une certaine manière. Ceux qui ont le pognon ici et qui ont peut-être pris des positions et qui ont finalement ici mangé leur chapeau pendant un certain temps, vous le comprenez que ici il fallait les prendre les positions, hein, pour stopper le prix et pour réaccumuler derrière. Ici pareil, hein, pour le moment ça tient bien. Et ce qu'on veut désormais, c'est que les vendeurs abdiquent, mais qu'ils soient présents, hein, pour pouvoir les short squeezer. Chaque impulsivité d'un mouvement ici est finalement la capitulation et le short squeeze, et donc la cascade de liquidation qui résulte d'un sentiment dégradé. Et un sentiment dégradé, en ce moment, c'est ce qu'on a besoin. Donc on a besoin de mecs qui ont de l'argent en bas, qui ont du pognon, et qui, eux, de toute façon, le sentiment dégradé, ils s'en branlent. Ils sont juste en train de réaccumuler pour pouvoir aller distribuer dans les gencives des liquidations des mecs qui sont là-dedans, hein. Vous comprenez ici qu'une liquidation en short est un acte d'achat. C'est un achat obligatoire, puisque vous avez vendu à découvert, vous avez emprunté un BTC que vous avez déjà vendu, et il va falloir le racheter quand vous clôturez votre position. Vente à découvert égale short, égale clôture ou rachat. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a mis 55 minutes sur celle-ci, mais c'est comme ça, des fois il faut prendre le temps. Moi j'aime bien prendre le temps d'expliquer un petit peu, voilà, les choses qui me paraissent importantes. Donc, on l'a dit, scénario privilégié, c'est un rejet. En revanche, si on fait une structure ici qui est plutôt corrective, juste en dessous de la trend, eh ben, ça peut donner ici une petite cassure à minima 96. Est-ce qu'on va retourner à la TH, etc. Ben, pour moi, il faudrait que ça soit visible comme une prise de liquidité. Et à ce stade, dans la mesure où on met 3 semaines ici à avaler celle-ci, si on avait mis une semaine et qu'on l'avait réavalé, finalement, on aurait tenu le support weekly ici. Vous voyez ici qu'on est dans une prise de liquidité qui fait qu'on est plus sur une petite semaine, quoi, hein. Alors, vous avez souvent, je crois que ça s'appelle les 3 petits soldats, ce type de truc qui dit, typiquement un peu comme ça. Il faudra regarder combien de fois on l'a. Je ne suis pas vraiment un master des doji, hein, des bougies japonaises, mais les 3 petits soldats, globalement, c'est à la fin d'une tendance. Cette idée que si vous en avez 3 petits à la suite, eh ben, la tendance va se retourner. Voilà, pour moi, ça reste pour le moment en tout cas correctif cette histoire. Il va falloir qu'on voit ici si ça pète, d'accord? Ça serait une bonne zone pour péter. Mais si c'était une bonne zone pour péter, je trouve qu'il y a un goût d'inachevé ici, de ne pas aller à 70. Maintenant, BTC 70-71. BTC aime bien faire ce genre de truc de goût d'inachevé où finalement tu crois que, et puis en fait non, pas du tout. Donc pourquoi pas. Maintenant, en termes de propreté, ce serait vachement plus propre quand même de à minima venir. Vous comprenez là que en fait on se reprend là, et que le truc le plus logique en réalité, ça aurait été soit ici 72, soit ici, d'accord, entre 67 et 73. Bon là on se reprend juste avant, c'est bien, hein. Moi ça me va, hein. Si là ça veut dire ça part à 110, ça me va. Voilà les amis, en tout cas 2 choses importantes. Dans cette toute petite structure ici, on avait une zone pivot qui est là, qui a été préservée et qui est bien, d'accord, on est ok là-dessus, pas de souci. Vous voyez ici cassure, retest, on la préserve et on dégage vers le haut, magnifique. Et je dirais que dans toute cette zone-là, attention ici, et ça ne nous dit pas trop 90 même, c'est plus la distribution ici qui nous dit 90, mais c'est pas un énorme note de volume profile, 90 ici, d'accord. Donc ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on regarde le volume profile ou juste la structure, la distribution, question. Et puis, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, parce que c'est plus ou moins à ça qu'on a essayé de répondre, dans tout ça, et plus en fait, hein, puisque c'est plutôt là-dedans,
Et ben dans tout ça, c'est 70 qu'on s'attendrait quand même à revisiter. Voilà, voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On met un like. On rejoint éventuellement le Discord. Le compte X que vous avez aussi pour pouvoir avoir les analyses un petit peu plus en temps réel. Et puis, bien évidemment, tous les liens que vous avez en affiliation, en description de la vidéo, rapport aux affiliations, etc. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, j'ai ça sur mon bureau, donc du coup, qu'est-ce que vous faites du coup quand vous achetez un pull, il vous donne des boutons. Vous voyez, avec ce fameux pull, il vous donne des boutons de rechange. Est-ce que vous avez une boîte où vous les mettez tous? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent finalement à se dire « Ah, mais je sais, j'ai perdu un bouton, mais j'avais ce bouton qui m'avait été donné avec l'étiquette du pull que j'avais acheté. Et donc, du coup, je peux bien évidemment récupérer et en remettre un nouveau. » Je n'ai jamais eu cette occasion, c'est-à-dire de garder et retrouver un petit bouton. C'était vraiment une question à la con, et c'est pour ça il y a des gens qui sont plus organisés que d'autres et qui ont certainement déjà recousu un bouton qu'ils avaient gardé grâce à ça. Il faudrait pour ça une espèce de boîte à couture ou une boîte à boutons. Voilà les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.